Donc, ce diplômé en sciences commerciales se dit, ben moi je suis diplômé en sciences commerciales. On m'a recruté bien sûr à l'essai, mais je ne suis pas n'importe qui. Alors que le magasin doit ouvrir à 8 heures, lui il arrive à 8h30. OK? Mais le D6, lui, il arrive à 7 heures. Vous voyez déjà une attitude personnelle, il y en a un qui est plus que ponctuel, il vient 30 minutes avant l'ouverture du magasin, donc il a le temps de se préparer. S'il n'a pas eu son petit déjeuner, il a le temps de prendre le petit déjeuner. Mais l'autre, là, à 8h30, il arrive et c'est à ce moment-là qu'il commence à prendre le café et tout ça. Et il le prend derrière le magasin, donc il sait que le petit D6, là, il est là devant le magasin en train de travailler. Mais vous savez, les clients viennent de 8h à 9h parce que souvent, ils travaillent, les clients. Ceux qui sont les plus grands acheteurs sont des clients qui, en général, ont un salaire à la fin du mois. Hein, ou bien une épouse, femme de foyer qui a les moyens, ou bien un rentier. Ouais, mais lui viendra, peut-être ces gens-là viendront pas le matin. Donc de 8h à 9h, il peut y avoir beaucoup de gens qui, avant d'aller au bureau, décident que, oh non, comme moi je viens avant les embouteillages, j'ai déjà déjeuné quelque part, ben je vais passer là-bas dans ce magasin parce qu'à l'heure du midi, j'aurai pas le temps. Et puis le soir, je veux fuir les embouteillages pour rentrer, donc que je fasse ça très tôt le matin. Or, ce magasin est ouvert très tôt le matin. Donc de 8h à 9h, le D6 fait des ventes incroyables. Et le patron est là, il observe. S'il n'est pas présent, il a des caméras ou il a des rapports des autres collaborateurs. Au bout de peut-être 3 mois ou 6 mois, on risque de reconduire le D6 et de lui dire même, écoute, on voulait prendre 2 personnes à la fin, mais on va prendre une seule personne et on va augmenter ton salaire. Parce que l'autre là, il ne vaut pas et toi, tu vaux 2 personnes. Et celui qui a un diplôme se retrouve cadre du chômage. Vous voyez? Aptitude personnelle, c'est l'aptitude personnelle, ce n'est pas le diplôme qui a fait la différence, c'est l'aptitude personnelle. Donc il faut accepter d'apprendre à travailler. Si le licencié en sciences commerciales avait accepté que, oui, tu es diplômé, ok? Mais tu dois apprendre à travailler, tu dois apprendre à te conformer, tu dois savoir dans le milieu du travail comment ça se passe. Ne fût-ce qu'après 1 mois, il aurait pu remarquer que tiens, le D6 il fait comme ça. Ah tiens, il y a les chiffres qui sont comme ça. Et alors, apprendre à s'adapter. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des aptitudes personnelles innées et il y a des aptitudes personnelles acquises. Comment on les acquiert? En allant sur le domaine du travail, donc en développant des savoir-faire. Comment on va développer ces savoir-faire? Alors, pour clôturer, qualification professionnelle principale et qualification professionnelle accessoire. Alors il y a des qualifications qui ne sont pas professionnelles, on en a parlé hier. Le fait de mettre le nom du père, le nom de la mère, les origines sont des qualifications qui ne sont pas professionnelles, donc il n'y a pas lieu qu'elles soient dans le CV. Qu'est-ce qui est principal? C'est tout ce qui parle de ton savoir-faire, de ton savoir, c'est ça qui est principal. Sur base de l'analyse de ton savoir et de ton savoir-faire, ton CV, donc la façon dont tu vas présenter ton savoir et ton savoir-faire va donner une idée au recruteur, à l'employeur de ton savoir-être. Nous allons découvrir ça maintenant en développant un peu plus ce que nous avions fini par développer hier. Hier, nous avions dit quoi? Enfin, la dernière fois, nous avions dit quoi? Qu'il y avait 8 types de savoir-faire. Nous avions commencé par le stage académique. Le stage académique, c'est une période d'insertion dans le milieu du travail. Cette période vous est imposée par votre académie, votre université, votre institut, votre école. Pourquoi elle le fait? Parce que l'État l'oblige à le faire, sinon vous n'aurez pas le diplôme. Pourquoi l'État a obligé à le faire? Parce qu'il y a eu des études, le Bureau international du travail, l'Organisation internationale du travail, des sociologues du travail, des responsables du travail. Toutes ces personnes ont essayé de voir comment on allait aider les jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Ils ont été à l'écoute du patronat. Le patronat s'est plaint. Il a dit, vous nous envoyez des gens qui ont de la connaissance, qui ont du savoir, mais qui n'ont pas le savoir-faire. Et nous n'avons plus le temps et l'argent de former les gens. Dans les années 70,
ou 70 comme disent certains, eh bien il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de postes de travail et l'employeur était prêt à mettre le temps qu'il fallait pour former les gens dans la structure de l'entreprise afin qu'ils deviennent compétents. Il n'y avait pas non plus trop d'études de rentabilisation, de maximisation, parce que de toute façon, l'argent était là, les postes étaient là, la consommation était là. Mais quand la crise a commencé à arriver, eh bien, on a commencé à faire attention sur les dépenses. Et on a commencé à recruter du personnel qui était qualifié à générer du produit, une rentabilité, ok, en vente ou en type de travail qui va aider la structure à fonctionner. Et on a commencé à refuser les gens qui étaient soit incompétents, soit pas professionnels, soit qui n'avaient pas la connaissance. Et on a réduit de plus en plus. Bien sûr, on a augmenté les budgets du marketing pour pousser les clients à venir, puisque là, maintenant, avant, les clients ne regardaient pas. Ils achetaient. Mais maintenant, le client doit se dire, bon, je prends ça ou ça, parce que c'est la crise. Donc, il faut convaincre que c'est mon produit qui est le meilleur. Dans l'État aussi, l'État consommait beaucoup, l'État avait recruté beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'argent. Mais après, maintenant, l'État a dû se dire, bon, j'ai moins de personnes qui vont servir la nation, mais je vais faire en sorte qu'ils soient plus compétents dans ce service-là à faire fonctionner l'État. C'est discutable peut-être pour la RDC, mais c'est en voie. Hein. Quand on voit tout ce qui est bancarisation, tout ce qui est standardisation dans l'État congolais, on voit qu'on va vers cette situation-là, traçabilité des finances, restriction des objectifs de rentabilisation, des objectifs de service, des objectifs de développement. Mais tout ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que bon, on prend conscience qu'il y a une crise, on doit avoir des gens valables, il y a des recrutements maintenant qui se font dans l'État aussi